Cette émission est produite par les étudiants en journalisme de l'Université Laval, avec la collaboration des étudiants en audiovisuel du Cégep Limoilou. Bonjour, ici Claudine Robert. Bienvenue à la première de cette nouvelle série d'Angle Neuf. Au cours des prochaines semaines, nous vous présenterons une série de reportages sur les activités se déroulant à l'Université Laval. Pour cette première émission, nous vous parlerons d'abord santé. Les étudiants en nutrition déplorent la trop grande abondance de sel dans nos aliments, surtout dans les plats préparés. Nous aborderons également le cas des bouteilles d'eau qui se retrouvent pratiquement partout sur le campus. Mais ces bouteilles d'eau polluent l'environnement. Est-il possible de les interdire? Les futurs gestionnaires des sciences de l'administration sont attirés par les cours en anglais. D'une session à l'autre, la demande pour ces cours augmente. Lorsqu'il est question de malnutrition, le sel est souvent pointé du doigt. On l'utilise en grande quantité dans nos plats. Pourtant, Claudie Côté, nous sommes les premiers à blâmer avec nos mauvaises habitudes de consommation. Effectivement, pour bien des spécialistes, le cœur du problème réside dans les choix que nous faisons en tant que consommateurs d'acheter ou non des produits à haute teneur en sodium ou encore de saler les aliments que nous mangeons. Également, les produits que nous retrouvons sur nos tablettes sont en général beaucoup plus salés que ceux retrouvés ailleurs, en France par exemple. Pourtant, des produits à faible teneur en sodium existent bel et bien. La plus grande partie du sel ingéré par les Canadiens est celle contenue dans les plats transformés ou destinés à consommation rapide. Toutefois, il faut spécifier que les compagnies qui créent ces produits sont en mesure d'offrir des produits équivalents, mais à faible teneur en sodium. Rencontrée au Salon de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation, Elisabeth Truax, étudiante à l'Université Laval en sciences et technologies des aliments, explique que les produits à faible teneur en sel sont peu disponibles au Québec parce que les consommateurs ne les achètent tout simplement pas. Mais en fait, la meilleure manière de faire changer les produits qui sont sur le marché, c'est vraiment d'en demander. Tu sais, les compagnies ne sont pas folles. Si des produits réduits en sel se vendent plus que les produits originaux, c'est sûr qu'ils vont tout miser pour investir là-dedans. Fait que dans le fond, c'est vraiment en achetant des produits réduits en sel qu'on va faire changer les choses. Utilisé comme agent de conservation ou encore pour rehausser la saveur des aliments, le sel est omniprésent dans nos chaumières. La consommation de sel par les Canadiens est tellement importante qu'elle serait même imprégnée dans notre culture. Jacques Talbot, chef propriétaire des restaurants Cosmos, affirme qu'il est parfois difficile de diminuer les quantités de sel utilisées car il se doit de satisfaire le goût de ses clients. Les Nord-Américains aiment ça beaucoup salé. Fait que quand on fait des recettes moins salées ou des soupes moins salées, le monde me dit que c'est fade, ça goûte rien. La consommation excessive de sel peut mener à des troubles rénaux, à de l'hypertension et aurait même un rôle à jouer dans l'embonpoint. Pire, elle accroîtrait le risque de maladies cardiovasculaires, une des principales causes de mortalité au pays. Pour sa part, Valérie Donne, étudiante en nutrition à l'Université Laval, reste confiante quant à la capacité des consommateurs à contrer leurs mauvaises habitudes. Première chose, d'enlever la salière de sur la table pour éviter que les gens ressalent après. Le moins possible d'aliments transformés, des plats déjà préparés, des plats congelés, des choses comme ça. Quand on a le temps, le plus possible, c'est de se faire ses lunchs soi-même. Ainsi, selon Valérie Donne, après la guerre faite au Gras Trans, la prochaine grande bataille dans le domaine de la nutrition et de la santé sera celle faite à la surconsommation de sel. Claudie Côté-Chabot pour l'Université Laval. L'Université Laval suivra-t-elle les traces des universités Bishop et d'Ottawa? Ces deux universités ont interdit la vente de bouteilles d'eau sur leur campus. Cette initiative écologique donne des idées aux étudiants d'ici. Gwendoline Cuvelier a constaté qu'on n'est pas encore prêt pour ce virage. 250 000 bouteilles d'eau sont consommées chaque jour au Québec. Un ménage sur 3 préfère boire de l'eau en bouteille plutôt que de l'eau du robinet. Difficile dans ces conditions de changer les habitudes et de nous détacher de cette petite bouteille d'eau. Le groupe écologique Univers de l'Université Laval encourage les étudiants à boire l'eau des fontaines et à utiliser des bouteilles d'eau réutilisables.
Il a plusieurs idées en tête pour changer les comportements de consommation d'eau, mais n'est pas prêt à interdire la bouteille plastique. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est de sensibiliser les gens en faisant passer la pétition, oui, mais aussi en valorisant les fontaines d'eau. Donc, on a fait un projet, on a demandé des fonds à l'université afin d'instaurer des distributeurs d'eau sur les fontaines afin que ça soit plus facile de remplir nos gourdes d'eau. D'après le magazine Protégez-vous, l'eau potable est considérée de manière générale comme étant de qualité supérieure partout au Québec. La coop des cafés étudiants tente de faire sa part sur le campus. D'ailleurs, le café étudiant chez Paul, dans le pavillon Charles de Coninck, est une zone certifiée sans bouteille d'eau. Les gérants des cafés ont tous signé la pétition pour diminuer la vente de bouteilles d'eau. Puis on a embarqué dans le projet de la bouteille réutilisable qui va être distribuée dans tous les cafés étudiants en coopération entre Univers Laval et la coop des cafés. Si l'Université Laval décidait d'interdire les bouteilles d'eau sur le campus, elle suivrait les traces d'Ottawa et de Bishop. Mais Laval refuse pour le moment de bannir les bouteilles d'eau. Elle préfère la sensibilisation à l'interdiction. Comme université, toutefois, nous, on prône plutôt une approche volontaire, c'est-à-dire de laisser aux gens, soit les étudiants ou encore les employés et les professeurs, l'opportunité de choisir s'ils veulent de l'eau en bouteille ou de l'eau provenant du réseau d'aqueduc via les fontaines d'eau publiques accessibles. L'eau en bouteille coûte 10 000 fois plus cher que l'eau du robinet. Elle dépasse même le coût de l'essence. Le carburant s'achète 1 $ le litre et la bouteille d'eau s'achète 4 fois plus cher chez le détaillant. La Journée internationale de l'eau qui a lieu chaque printemps nous donne l'occasion d'y réfléchir. Gwendoline Cuvelier, Québec. L'enseignement en anglais gagne en popularité à l'Université Laval, principalement la faculté des sciences de l'administration, qui offre depuis quelques années un large éventail de cours dans cette langue. Catherine Lamontagne nous fait part des motivations qui poussent les futurs administrateurs à compléter leur formation dans la langue de Shakespeare. Management, marketing, finance, au total, une quarantaine de cours sont offerts en anglais au premier et au deuxième cycle de la Faculté des sciences administratives de l'Université Laval. De quoi satisfaire les étudiants québécois qui pourront mieux affronter les nouvelles réalités du marché économique international, mais aussi les étudiants étrangers qui pourront bénéficier d'un séjour ou alors d'une formation complète dans la capitale dans un langage qui leur est beaucoup plus familier que le français. Le nombre d'inscriptions au cours anglophone d'administration n'a cessé de grimper au cours des dernières années. Je pense que la majorité continue à prendre des cours en français, mais il y a effectivement un regain en popularité. Ça va aussi avec, je dirais, le nombre de cours qu'on offre. On en offre plus, fait qu'on ramasse plus d'étudiants. Mais à titre d'exemple, l'automne 2009, j'avais environ 550 étudiants qui prenaient des cours en anglais. Automne 2010, on est rendu à 730. Sur le lot, des Québécois ou des Canadiens anglophones qui ont envie de poursuivre leurs études dans leur langue maternelle, mais aussi des francophones qui désirent s'initier au langage des affaires. Je pense que les termes qu'on sert dans les cours en anglais vont me servir plus tard. Comme tu sais, c'est un peu niaiseux, mais comme disons en comptabilité, actif en français, mais c'est asset. Mais il faut que je le sache. Dans cette classe de marketing, l'anglais est de mise. Il ne pourrait en être autrement puisque l'enseignante provient de Los Angeles et ses étudiants des 4 coins du monde. On provient de 17 pays différents. Comme dans mon équipe, je suis avec une fille de la France, une du Maroc, avec des Finlandaises. Donc, c'est vraiment très, très multiculturel. Et la plupart des gens dans la classe l'ont pris en anglais parce qu'ils parlent potentiellement pas du tout le français. Ici, tout se fait en anglais. Les lectures, les prises de notes, les notes de cours, les discussions et les travaux sont tous très loin de la langue de Molière. Une situation qui peut parfois engendrer quelques difficultés chez les étudiants francophones. Ça semble toujours plus facile de le faire en français, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées de faire des lectures en anglais, parce que souvent la compréhension en classe, il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est des lectures qui peuvent devenir denses. Mais je crois que ça vaut vraiment la peine de le faire. Il n'y a pas que la faculté d'administration qui a décidé d'offrir des cours en anglais à l'Université Laval. En effet, la faculté des sciences et génie a elle aussi emboîté le pas il y a de cela quelques années. Malgré la popularité de ces formations, l'Université Laval garantit qu'elle n'offrira pas de programme 100% anglophone. Par ailleurs, notez que chacun des cours offerts en anglais est aussi offert en français, de manière à satisfaire les étudiants désireux de poursuivre leur formation dans leur langue maternelle. Catherine Lamontagne, à l'Université Laval. Les méthodes d'entraînement physique ne cessent de se renouveler. Une nouvelle tendance se dessine, celle de combiner plusieurs activités sportives en même temps pour garder la forme. Geneviève Beaulieu-Vieilleux est allée voir au PEPS pour voir ce qui en est.
Si vous pensez que l'entraînement et les cours de conditionnement physique sont monotones, vous allez changer d'avis. Pour inciter les gens à bouger, le PEPS, par exemple, offre des séances d'entraînement innovatrices et pour tous les goûts. Le cardio-vélo, le cardio-danse, le yoga, l'escalade et le cardio-pilates sont quelques-unes des nouveautés qui sont offertes à l'hiver 2011. Les adeptes de cette nouvelle mode combinant plus d'un sport ne cessent d'augmenter dans les centres sportifs. Permettant de pratiquer des disciplines variées, le cardio-pilates, par exemple, devient de plus en plus populaire. Ariane et Catherine, deux étudiantes inscrites au PEPS, nous expriment leur intérêt pour ce type d'entraînement physique. Ce que j'aime de ce cours-là, c'est que ça me permet, tout en maintenant mon cardiovasculaire, de me permettre de corriger les défauts qu'on acquiert avec la musculature, puis tout en renforçant ma musculation. C'était quand même une belle alternative entre le cardio et le pilates qui aide à muscler les muscles au niveau de l'équilibre, au niveau de la posture et tout ça. Je trouvais que c'était un bel entre-deux. De son côté, Marie-Ève Gagnon-Lefebvre, chargée de communication au PEPS, nous explique ce qu'elle croit être la force de cette nouvelle tendance en entraînement. Nous, ici au PEPS, le but vraiment, en combinant différents types d'activités sportives en un seul entraînement, c'est vraiment d'aller chercher l'intérêt de différents types de clientèle. D'autres, comme Francis Taillon, étudiant en administration, continuent de se tenir en forme de façon plus conventionnelle. Francis joue dans une équipe de soccer et s'entraîne aussi en salle. Il nous explique pourquoi. Je crois qu'avec l'entraînement en salle, je peux aller à mon rythme. Je suis pas obligé de suivre un groupe pour faire du cardio, du spinning ou des trucs comme ça. La polyvalence dans les cours de conditionnement physique semble donc avoir la cote auprès des sportifs. La combinaison de techniques plus exigeantes et plus légères leur permet de se dépasser et d'apprivoiser plusieurs disciplines dans une seule et même séance. Plus de raison maintenant de faire le difficile quand il est question de garder la forme. Geneviève Beaulieu-Veilleux, Université Laval. L'utilisation de nouveaux outillages plus sophistiqués va permettre de mieux exploiter la forêt et de préserver l'environnement. La démonstration a été faite au dernier Salon de la forêt organisé par l'Université Laval. Benoît Archer, ces nouvelles découvertes nous rendent plus optimistes sur l'utilisation et la protection de nos forêts. Les métiers liés à la foresterie sont souvent perçus comme dépassés ou démodés. Cependant, une visite au Salon de la forêt 2011 organisé par l'Université Laval nous fait vite comprendre que ce n'est pas le cas. Le salon présente plusieurs innovations techniques, tant au niveau de l'outillage que des procédés chimiques. Bref, on est bien loin de l'époque des bûcherons et des draveurs canadiens d'antan. Les outils acoustiques non destructifs, présentés par le Centre de recherche sur le bois, représentent une innovation majeure dans le domaine de l'outillage. Un de ces outils a pour mission de mesurer la rigidité des billes de bois avant même de les couper. Donc, j'ai un appareil qui permet de mesurer les propriétés mécaniques, mais directement sur l'arbre debout. La façon qu'il fonctionne, c'est que j'ai un émetteur ici et un appareil ici qui permet justement de pouvoir réfléchir le son. L'appareil calcule donc la vitesse du son à travers la bille. Cette information, en lien avec la masse volumique du bois, nous dévoile les propriétés mécaniques du bio. De cette façon, on coupe seulement les bio comportant les caractéristiques mécaniques nécessaires pour le produit fini désiré. Donc ça évite tout simplement de couper des billes qui n'ont pas les propriétés mécaniques suffisantes. Et là, je vais créer justement des composantes qui ne seront pas utilisées. Donc on fait du gaspillage. En ce qui concerne la recherche fondamentale, les chercheurs expérimentent de nouvelles méthodes de coupe mieux adaptées à la protection de l'environnement. On a maintenant au Québec des méthodes de coupe qui veulent s'inspirer plus de perturbations naturelles, où on veut aussi protéger les forêts. Les perturbations naturelles, comme les feux de forêt, se sont révélées efficaces, voire bénéfiques pour la régénérescence de la forêt selon plusieurs études. Les chercheurs tentent donc de reproduire artificiellement certaines de ces perturbations naturelles. Bref, plusieurs innovations voient le jour chaque année dans le domaine de la foresterie. Ces nombreuses découvertes participent à la préservation de nos forêts et de l'environnement en général. Toutefois, il y a encore place à l'amélioration dans certains cas et encore plusieurs défis confrontent les chercheurs et travailleurs dans